Jeunesse, young adult, adulte. Afin de déterminer si le sujet maîtrise les catégories éditoriales, nous lui avons fait passer un test. Je suis prête. Très bien, Clara. Indice numéro 1. L'héroïne a 13 ans. Jeunesse, young adulte ou adulte? Jeunesse. Nope, la réponse était « ça dépend ». Comment ça dépend? Et oui, Clara, certaines fantaisies adultes ont aussi des personnages très jeunes. Le livre qui refusait de brûler, par exemple. Cas numéro 2. Le sujet présente des scènes de violence extrêmes. Adulte. Nope, la réponse était « ça dépend ». Mais t'as dit extrême? C'est vrai qu'être empalé, mutilé et brûlé vif dans Hunger Games, c'est soft. Oui. Cas numéro 3. Le world building est complexe. Adulte. Nope, la réponse était « ça dépend ». Oh, mais tu dis de moi. La passe miroir, la guerre des clans. Ah, oui, Tu en ok. veux d'autres? Oui. Une jeune femme de 17 ans s'apprête à obtenir son diplôme dans une école de magie. L'histoire est racontée à la première personne. Young adult. Nope, la réponse était « ça dépend ». Je vais te tuer. Tu fais bien d'en parler. Essaye de placer la scolomance dans un rayon young adult. Tu m'en diras des nouvelles. Petite crotte. Le personnage principal est un lapin. Il part à l'aventure avec ses amis afin de trouver un nouveau foyer. Jeunesse. Nope, la réponse était « ça dépend ». Un fucking rabbit. Quelle médisance. Watership Down, ça te dit quelque chose? Des lapins, oui, mais politique. Le héros a 35 ans. Deuil. Aucune romance. Contemplatif? Ça dépend. Non mais Clara, franchement, il n'y a que la fantaisie adulte pour pondre un truc pareil. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui paraît simple, mais qui ne l'est absolument pas. Comment distinguer la fantaisie jeunesse, young adult, adulte? Vais-je y arriver? Ça dépend. Non, parce que disons les choses, hein, un même livre peut être accessible pour les ados, lu par des adultes, rangé en rayon jeunesse dans young adult dans une autre librairie, recommandé sur le BookTok pour tout le monde. Au secours. Et ça, je vous le dis en connaissance de cause, c'est extrapolé en imaginaire. Alors oui, c'est aussi la merde en thriller et en romance, mais disons-le, c'est quand même un peu plus rare de trouver des adultes en train de lire La vie extrêmement embarrassante de Lottie Brooks, best-seller chez les 10-11 ans, qu'un adulte lisant les Spiderwicks. Mais dans un roman dit réaliste, l'âge du personnage, il a quand même une certaine importance. Bon, il y a des exceptions, hein, ne me tombez pas dessus. Je sais pas, moi, un thriller jeunesse, il va placer plus l'intrigue dans un CDI, dans un collège, ou proposer une enquête plus simple, ou une romance, ça va être sur les premiers chouchrougnouf, et on se tient la main en guise d'officialisation, enfin, tu vois. Là où en fantasy, l'âge du personnage principal, il peut être quand même plus facilement éclipsé par le lecteur. Parce que le quotidien du héros n'a rien à voir avec le quotidien d'un enfant de 11 ans, même si celui-ci a 11 ans. Il est question d'un autre monde de A à Z. On découvre ses mythologies, ses créatures, ses traditions, ses règles. Donc un adulte peut autant apprécier lire Harry Potter à l'école des sorciers 11 ans, les Spiderwick 11 ans aussi je crois, la quête des Willan je crois qu'elle a 13 ans, le club de l'ours polaire 11 ans aussi, parce qu'il n'a pas besoin de s'identifier au héros, hein. Il va surtout se concentrer sur l'histoire du monde et sa découverte. Et à contrario, c'est pas parce qu'un personnage dans une fantaisie adulte est extrêmement jeune qu'il en modifie la cible. Paul Atreides dans Dune, c'est un adolescent. Rin dans La guerre du pavot, c'est aussi une adolescente. Et pourtant, personne ne rangerait spontanément ces deux livres dans le même rayon que Percy Jackson, Hunger Games, enfin... Tout ça pour dire que l'âge du personnage principal n'est absolument pas un critère dans la définition. Ah, super, ça aurait été trop simple. Donc alors, c'est quoi? Bas la qualité! Le plus gros malentendu dans le classement jeunesse, young adult, adulte, c'est l'idée que c'est une échelle. Comme si on montait progressivement vers une littérature plus prestigieuse. Genre, la jeunesse, c'est l'étape facile, young adult, c'est intermédiaire, et alors l'adulte, l'aboutissement ultime. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des jugements du style grandis un peu. Hein. Non. Pour moi, la grande différence entre les trois, c'est la question centrale du récit. Explication. En jeunesse, toute l'intrigue et le développement narratif tournent autour d'une seule question, qui suis-je ? Au début du livre, le héros est complètement perdu intérieurement, il ne sait pas qui il est, et c'est à travers sa découverte du monde qu'il va se découvrir lui-même et va se comprendre. C'est presque à chaque fois une analogie du passage à l'adolescence, vous savez, de l'individualisation. L'enfant devient enfin un individu distinct de sa famille. C'est très souvent pour ça que les parents ils meurent. Ou en tout cas ils sont voilà éloignés, ils sont absents, enfin ils sont pas là quoi. Parce que sinon l'enfant il peut pas agir seul et c'est à travers cette solitude, en tout cas loin des adultes, qu'il va se construire. Prenons
les Whisperwick, au tout début, Ben, il vit extrêmement mal le divorce de ses parents. Il se sent perdu, déraciné, il comprend pas du tout ce qui lui arrive, un tsunami. Puis il va découvrir un autre monde grâce à une mystérieuse poupée qui va prendre vie et qui va l'amener à travers une porte dans le Dédalium. Et il se retrouve embarqué dans une aventure incroyable. Bref. Mais si on regarde bien, l'intrigue principale ou profonde, c'est pas seulement de survivre dans cet autre monde et de résoudre le mystère d'une disparition d'enfants, la disparition d'Edwid. Le voyage dans l'autre monde est aussi un voyage intérieur. À travers les rencontres qu'il va faire, les épreuves qu'il va traverser, les choix qu'il doit prendre, Ben apprend progressivement à comprendre ses émotions, à accepter les changements dans sa vie et à définir les valeurs qui vont compter pour lui. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les fantasy jeunesse. Harry Potter, il découvre la vérité sur ses parents et il va construire sa propre identité loin des Dursley. Percy Jackson apprend à accepter sa différence. Les enfants Pevensie apprennent le courage, les responsabilités, le sacrifice. Donc dans tous les récits de jeunesse, je pense que l'aventure est liée à la construction de l'individu. Et en tant qu'adulte d'ailleurs, on a beau avoir 30, 40, 50 ans, ça nous arrive d'être complètement perdu aussi, donc on va se sentir concerné par cette question aussi. La fantasy young adult, elle va du coup un peu plus loin. C'est plus qui suis-je, mais plutôt quelle est ma place dans ce monde. Prenons la passe miroir. Au début, Ophélie, elle sait qui elle est. C'est pas du tout une héroïne en quête de son identité. Elle connaît ses qualités, ses défauts, ses passions, bref sa personnalité. En revanche, elle est constamment confrontée à des choix qui vont déterminer qui elle va devenir. Va-t-elle accepter le rôle que la société attend d'elle? Va-t-elle accepter des règles qu'elle trouve profondément injustes? Vraiment, toute la saga est traversée par les réflexions sur l'émancipation, sur l'autonomie, choisir sa propre voie malgré les pressions sociales, familiales, politique, et c'est quelque chose qu'on trouve dans énormément de young adults. Bon, je parle de fantasy, mais j'ai quand même envie de parler d'Hunger Games. Katniss, elle va décider quel symbole elle va incarner. Les personnages dans Six of Crows, ils tentent de se reconstruire après leur traumatisme. Setty et Serah dans la trilogie des mystères, elles vont essayer de comprendre quel avenir elles veulent se construire au-delà des limites que leur lieu de naissance leur impose, parce qu'en fait on attend d'elles qu'elles aient une certaine vie parce qu'elles viennent d'un certain endroit. Donc on est sur une construction identitaire un peu plus poussée, des choix, l'émancipation de ses pairs, les premières responsabilités, les premières relations sérieuses et les premiers engagements. Et c'est une étape, je trouve, qui touche tout le monde. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir ? Alors que la fantaisie pour adultes, la question c'est plus qui je suis, qui est-ce que j'ai envie de devenir, mais ça concerne surtout les conséquences. Comment vivre avec ce que je suis devenu, ou encore, que faire avec le monde tel qu'il est. En gros, je le répète, elle s'intéresse davantage aux conséquences qu'à la construction. Conséquences des choix, conséquences des pouvoirs, conséquences de la guerre, conséquences des héritages familiaux, politiques, culturels, vous voyez. Prenons le trône de fer, on le résume souvent à qui va avoir le trône à la fin, alors que toute la saga, elle parle des mécanismes du pouvoir, des guerres, des institutions, qui gouvernent, pourquoi, et comment l'ambition personnelle influence le destin de plein de personnages. En gros, les personnages, ils sont là pour nous montrer comment fonctionne le système. Ils ne cherchent pas à comprendre donc qui ils sont, ils doivent vivre avec les conséquences des décisions qu'ils ont prises dans un système qui les dépasse. Le sorceleur, Geralt, il sait qui il est, enfin en tout cas il cherche pas à découvrir qui il est, il cherche pas à savoir qui il veut devenir. Le problème en fait il est tout autre. Comment rester fidèle à ses convictions dans un monde où aucune décision n'est véritablement la bonne? L'univers du sorceleur. En fait, il y a une idée là-dedans, c'est le moindre mal. En fait, Geralt, il doit pas décider entre le bien et le mal, tu vois. Il doit décider entre deux mauvaises décisions, plusieurs mauvaises solutions. Voilà, c'est quoi le moins pire? Et d'ailleurs, cette ambiguïté morale de manière générale, le lien avec le bien et le mal, je pense que ça fait partie des critères qui définissent la fantaisie adulte. Plus on avance dans l'adulte, plus ça devient flou, plus on peut aussi avoir des personnages principaux qui sont mauvais, qu'on peut ne pas aimer, et des méchants, justement, il y en a de moins en moins, mais du coup, tu les comprends et tu les humanises. Et bref, c'est flou quoi. Et en fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis en train de relire la bibliothèque. Carrément, je relis la bibliothèque, moi, je suis pas là pour niaiser. Non, la trilogie de la bibliothèque. C'est une fantaisie pour adultes. Le tome 1, les personnages principaux, c'est deux enfants. Je sais pas s'ils ont 10, 11 ans, voire peut-être moins. Et c'est ça qui en a fait mon coup de cœur. Parce que on a le regard d'enfant, mais tout en explorant la fantaisie de manière adulte. C'est-à-dire qu'il est question de mémoire, de transmission du savoir, de la vérité, du langage, la connaissance, le rapport entre les différentes civilisations, parce qu'il n'y a pas que des humains, et en fait il y a plein de créatures, avec du favoritisme, des injustices, etc. Et du coup j'ai l'impression de lire un jeunesse pour adultes, et je suis fan
Mais alors, je ne peux absolument pas faire cette vidéo sans parler de Tolkien, aka l'exemple le plus parfait. Alors oui, il est question d'une autre époque. T'as vu, la jeunesse de 1940 n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui, on entend en tout cas la littérature jeunesse, bref. Mais écoutez, laissez-moi m'appuyer quand même dessus pour différencier la fantaisie jeunesse et adulte, parce que Hobbit jeunesse, Seigneur des Anneaux adulte. Même auteur, même univers, même mythologie. Et pourtant, c'est pas la même cible. Tolkien, en fait, s'il écrit, c'est parce qu'il racontait des histoires à ses enfants. Donc quand il a commencé à écrire le Hobbit, je crois que le plus petit avait 8 ans. Enfin, en tout cas, il était très petit. Alors bien sûr, il a mis des années à l'écrire, du coup, ils ont grandi au fur et à mesure. Mais 12, 13, 14 ans, en tout cas, le Hobbit a été fait pour la jeunesse. Et ça se voit parce que si on regarde bien, le Hobbit se concentre surtout sur Bilbo. Il quitte son foyer, il part à l'aventure, il découvre la Terre du Milieu, tout à travers son regard déjà. Il affronte un dragon, monsieur. Mais à travers tout ça, en fait, c'est lui qui découvre. Il apprend à dépasser ses peurs, à se dépasser tout court. Il découvre des qualités et des capacités qu'il ne connaissait pas. Enfin, en tout cas, le livre se termine. Bilbo est un nouvel homme. Donc on est très proche du conte initiatique. Même si l'univers est déjà très riche et c'est pas évident pour un enfant peut-être de le lire aujourd'hui, on est quand même sur un parcours personnel qui est centré sur le héros, sur le personnage principal. Alors que dans Le Seigneur des Anneaux, c'est une expérience totalement différente. Alors, bien sûr que Frodo traverse lui aussi une aventure initiatique. Mais très rapidement quand même, le récit cesse d'être uniquement son histoire, on est d'accord. L'attention, elle se déplace vers quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, il est question de colonialisation, de disparition de civilisation, de déclin de peuples anciens, la fin d'un monde, la fin d'un cycle. En fait, Tolkien, il se concentre pas seulement sur l'histoire d'un héros, on ressent profondément que la Terre du Milieu est le personnage principal. Et je pense que c'est précisément ce déplacement de regard qui définit la fantaisie adulte. Le monde devient aussi important que le personnage principal, voire davantage. Mais du coup, je pense que la différence, elle n'est pas dans les thèmes abordés, mais plutôt dans la manière dont elle va être exploitée, l'angle choisi pour l'aborder. En gros, dans un roman young adult, toutes les questions qui peuvent se retrouver dans un roman pour adultes, vont être vécues à travers le parcours personnel du héros. Comment elles influencent son identité, ses relations, ses choix. Bref, le young adult accorde une place centrale au personnage principal. En adulte, ça peut toujours exister, le personnage principal peut être très central, et toutes les questions qu'on a abordées peuvent avoir une influence sur sa propre vie, etc. Mais c'est généralement pas du tout la seule conséquence qu'on voit en fait. C'est comme si en fait la fantaisie adulte elle élargissait la focale. En fait c'est des conséquences collectives, historiques, institutionnelles, politiques. Enfin le héros il va être témoin de tout ça en fait, de toutes les conséquences qu'il va y avoir dans le monde, mais plus poussées que dans le young adult. Rapidement dans la guerre du pavot, la construction identitaire de Rune elle est complètement mise en arrière-plan. On se concentre surtout sur les conséquences de la guerre, du colonialisme, des violences politiques. Pareil pour Sword of Kagan. L'intrigue principale, malgré plein de points de vue, c'est le traumatisme et comment on gère le traumatisme. C'est la maternité, c'est l'héritage familial, c'est les conséquences des choix qui ont été faits il y a des années et des années, là où on n'était pas là, nous, en tant que lecteurs. Hein. Le prieuré de l'Oranger, bien évidemment, qui se concentre sur les personnages, sur leurs relations, etc. Mais on s'apporte beaucoup sur la religion, sur les traditions, sur les conflits géopolitiques, sur l'histoire du monde en lui-même. Et pour finir, dans The Will of the Many, alors qu'on a un héros qui est déjà très jeune, et en plus, il est question d'une académie, donc ça fait très young adult sur le papier. Très récit d'apprentissage, t'as vu? Et bah c'est full domination politique, le pouvoir impérial, organisation sociétale, bref. Alors, bien évidemment qu'il est aussi question d'écriture, de narration, et de comment les informations sont présentées au lecteur. Il y a un gros cliché comme quoi la fantaisie jeunesse, la jeunesse de manière générale, est médiocre. Déjà, t'as pas lu les bons livres, mec. Non, c'est juste que la narration, elle est construite différemment. Hein. Le Hobbit, il cherche juste à être plus accessible. Alors que le Seigneur des Anneaux, il hésite pas à évoquer des événements qui se sont passés il y a des siècles, mais pire, des milliers d'années même. Des peuples disparus, des langues inventées, et tout ça, tu dois te débrouiller pour le capter, pour le comprendre. Le worldbuilding devient, oui, un sujet à part entière. Donc oui, c'est aussi le propre de la fantaisie adulte d'être beaucoup plus descriptive, un peu plus lourde à lire, avec des temps où il ne se passe rien, parce qu'il n'y a pas d'action ou de choses qui concernent le personnage principal en lien avec ses relations, avec ses choix, etc. Parce qu'en fait, le rien, c'est le développement du world building. C'est son exploration. C'est les trésors qu'on va découvrir de ce nouveau monde. Donc c'est pas une question de qualité ou de hiérarchie, hein, arrêtez avec ça. C'est une question d'intention. Pour la faire courte, le Hobbit, il raconte avant tout l'aventure d'un personnage dans un monde imaginaire, là où le Seigneur des Anneaux utilise cette aventure pour questionner des questions beaucoup plus larges. Avec un monde qui cesse d'être juste un décor pour devenir un véritable personnage. Est-ce que c'est
c'est clair. Et honnêtement, je pense que c'est ce qui peut déranger certains lecteurs dans la fantasy adulte. C'est pas forcément une question de lecture, de complexité, c'est la question d'attente. De nombreux lecteurs, et ils ont raison, lisent pour surtout suivre les aventures ou suivre les personnages, leurs relations, leurs émotions, leurs conflits. Or, plus on avance dans la fantasy pour adultes, plus, je me répète, mais j'espère que je suis claire en fait, plus l'attention va se déplacer vers autre chose, vers le monde, vers son histoire, vers ses institutions, vers sa politique, vers sa religion. Et donc peut-être qu'il y a des lecteurs qui vont être là en mode mais putain les flemmes quoi, il se passe rien. Parce que ça donne l'impression que le récit en fait il est en train de s'éloigner des préoccupations personnelles, individuelles, pour s'intéresser davantage à une société. Et si vous attendez pas ça, en tout cas si vous ne cherchez pas ça, oui ça peut être dérangeant. En fait je pense que juste que c'est ça. Mais attention, ça veut pas forcément dire que toutes les fantaisies adultes fonctionnent comme ça. J'en perds ma voix, oh. Non, la frontière, elle est poreuse de fou. Je fais cette vidéo, mais c'est terrible en librairie, sachez-le. J'ai 2 exemples en tête d'ailleurs. La Scholomance. Sur le papier, ça a tout du young adult. Une héroïne adolescente, une école de magie, des rivalités entre camarades, des amitiés, des relations sentimentales. C'est centré sur le personnage principal qui est elle, Galadriel. D'ailleurs, c'est une référence à Seigneur des Anneaux. Le récit, il est écrit à la première personne. Je parlerai pas de ça, t'as vu, parce que ça, c'est encore plus compliqué. Mais la première personne en fantasy adulte, c'est quand même un peu plus rare. C'est un huis clos dans une académie en plus, donc en fait on voit pas le monde extérieur, donc finalement le world building il est assez limité. Et pourtant c'est de l'adulte. Et là, pourquoi? Là je pense que la différence se fait sur la manière dont Naomi Novik, qui est l'autrice, raconte l'histoire. Je pèse mes mots. L'autrice ne cherche jamais à rendre son récit accessible, simple et immédiatement lisible. Vous allez vous dire mais... J'ai adoré. Elle prend pas du tout le lecteur par la main. Le fonctionnement de la Scholomance, ses règles, son mécanisme, sa logique sociale, ses créatures, c'est tout flou. Elle te l'explique pas. C'est des informations qui sont jetées par-ci par-là, qui peut-être mis bout à bout finissent par rendre quelque chose d'à peu près clair. Donc la différence, elle est pas tellement dans comment c'est raconté, c'est plus dans la relation entre le narrateur et le lecteur. Parce que le lecteur, il doit accepter de pas tout comprendre immédiatement. Moi, quand j'ai donné la Scholomance à ma meilleure amie et qu'elle me disait, elle m'envoyait des messages, elle me disait Clara, je comprends rien, je suis désolée, je comprends rien. J'étais en mode c'est normal. Continue. En fait, continue. Tu comprends pas, c'est pas grave. En fait, c'est à nous de faire le lien, d'interpréter, de reconstruire les informations. Autrement dit, le livre, il demande davantage de travail au lecteur. Donc tu donnes pas ça à du young adult. Enfin, et là, pour le coup, je vous le dis, si vous n'êtes pas habitué à la fantasy adulte, en tout cas sa construction, où on te mâche pas du tout le travail, où tu galères de fou malade, il faut pas lire la Scholomance. Parce que oui, en fantasy adulte, il existe des narrateurs qui sont pas sympas du tout. Qui te transmettent pas les informations. Qui peuvent même des fois te donner des informations qui sont fausses. En fait, c'est comme si t'étais le petit nouveau en classe de CE1 avec une maîtresse bien toxique qui, au lieu de te prendre la main et de t'accompagner dans cette transition, elle te laisse rattraper ton retard toute seule. Voilà. Et mon deuxième exemple, j'ai bientôt fini, c'est À la croisée des mondes. Meilleure fantasy jeunesse ever. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Et pour cause, c'est un récit fondamentalement initiatique. Le regard porté sur le monde est celui d'un enfant qui cherche à comprendre qui elle est et sa place dans le monde au fur et à mesure qu'elle grandit. Bon. Et pourtant, c'est une saga que j'ai du mal à recommander à un enfant de 10-11 ans. Genre là, ça va être du cas par cas. Ça a beau être ma fantasy jeunesse préférée, je vais pas la recommander à tout va. Parce que À la croisée des mondes, c'est une lecture exigeante. Non pas à cause de son écriture qui reste fluide, mais parce que la partie des enjeux reste assez implicite. En fait, il y a différents niveaux de lecture, comme Le Petit Prince, qui rend cette saga intergénérationnelle. Je le recommande, je pense, à autant de parents qui viennent pour leur enfant, qui finissent par le lire eux-mêmes. Ils reviennent, ils me disent « Ah mais oui, mais je sais pas s'il est prêt à lire ça. » Parce que t'as vu, ils ont leur regard d'adulte, mais en fait c'est... Oui, cette saga, c'est mon combat. Non, mais en gros, un enfant, il peut lire À la croisée des mondes. Il va suivre l'aventure de Lyra, il va comprendre ses émotions, ses choix, ses peurs. En revanche, derrière le récit, il y a des réflexions politiques, des réflexions philosophiques sur le libre arbitre, sur l'autorité, voire l'emprise, la religion, la connaissance ou encore la conscience. C'est des termes qui sont assez compliqués, t'as vu? L'enfant va sûrement le ressentir sans pouvoir le nommer. Un adolescent va sûrement être capable de pouvoir les identifier. Un adulte peut mesurer toute sa portée et oui, c'est assez impressionnant. Parce que les questions qui sont abordées dans ce livre peuvent toucher beaucoup plus les adultes, je pense, que les enfants. Et je pense que c'est là où réside la force de cette saga, c'est que chacun aura son interprétation, même d'individu à individu, même pas, on parle pas d'âge. Et personne n'en sortira avec la même histoire. J'adore
j'adore. Donc la scholomance, elle montre qu'un roman peut avoir tous les codes du young adult et être perçu, en fait, pour les adultes, en fait, c'est pour les adultes. Et à la croisée des mondes peut montrer qu'un livre peut être extrêmement complexe et être destiné à la jeunesse. Et pour terminer, parce que je sais que beaucoup peut-être attendent cette partie-là, ils sont là en mode elle va quand même pas ne pas parler de ça. Je suis sûre qu'il y en a qui se disent et le smut, le smut et la violence. Alors bien évidemment que ces critères entrent en ligne de mire. Hein. C'est de notoriété publique que la young adult est avec beaucoup de violence, mais la jeunesse, il y en a énormément aussi. Hein. Il y a des fantaisies jeunesse qui sont hyper difficiles émotionnellement. Dans La Croisée des Mondes, Lyra est confrontée à des horreurs qui sont faites aux enfants. Toutes sont presque son intrigue personnelle, sa quête secondaire, c'est d'essayer de changer le regard que la société porte sur les enfants. Qu'on les respecte, qu'on applique le droit aux enfants en fait. Sans trop spoiler, les enfants, ils sont enlevés, ils sont utilisés comme cobayes, ils sont mutilés pour la science. C'est hyper dur à lire, hein. C'est révoltant et justement c'est là où ce récit il est extrêmement puissant, c'est que ça parle de sujets qui sont encore d'actualité aujourd'hui, à travers le regard d'un enfant en plus, dans une fantaisie jeunesse. Et Lyra, elle est là pour faire changer les choses. Et du coup, effectivement, il y a une évolution au niveau de l'histoire, bien sûr. Hein. C'est pas sombre, une fantaisie jeunesse, généralement, elle se finit... Enfin non, c'est pas généralement. Je pense qu'une fantaisie jeunesse, elle se finit toujours bien. Donc voilà, je pense que la différence, c'est pas la question de la violence. Hein. Il est beaucoup question de torture de Harry Potter. Enfin, il y a un rapport aux moldus, aux sorciers nés de parents moldus, etc., qui est assez dur à suivre par certains moments. Mais elle réside donc davantage sur la représentation. Tu vois, je vais reprendre à La Croisée des Mondes. Là, t'as vu, je t'ai expliqué ce qui se passe avec mon regard d'adulte, c'est-à-dire que l'adulte, lui, il va lire, il va comprendre ce qui se passe alors que c'est plus en sous-entendu. L'enfant, il va peut-être déterminer, enfin il va peut-être sentir qu'il se passe quelque chose, mais il sait peut-être pas quoi, enfin tu vois. Et puis surtout, c'est la conséquence sur le récit. Je pense que la violence en jeunesse, l'accent est mis davantage sur les conséquences émotionnelles des événements sur le personnage principal, alors que dans l'adulte, c'est pas juste les conséquences émotionnelles, on y va dans la description, on voit la violence de A à Z, on la voit dans les détails. Autrement dit, la violence est extrêmement, évidemment, beaucoup plus explicite dans l'adulte. La guerre du pavot, je connais une lectrice qui n'a pas pu le terminer tellement c'était violent. Les scènes de crac crac boum boum, ce n'est pas une nouveauté dans le monde éditorial, mais on va pas se mentir que ça me fait bugger. Ces 10 dernières années, ça s'est généralisé et vous voyez cette vidéo? À cause du smut, ça a fait tout capoter. Avant c'était simple, jeunesse égale pas de sexualité. En young adult, sexualité suggérée ou modéré, adulte, sexualité explicite. Et encore, c'était de l'ordre d'un paragraphe, hein, parce que moi je me rappelle dans Le Sorceleur, il y a des scènes de smut, mais c'était ça, enfin, c'est même pas une... Enfin, tu comprends qu'ils couchent avec, quoi, mais là, c'était pages et des pages, enfin bref. C'est pour ça que je parle vraiment de fantasy dans cette vidéo, hein. Je ne parle pas de la romantaisie. La romantaisie, c'est un calvaire pour les libraires. Non, parce que c'est un nouveau genre qui, je vous le dis très souvent, a tous les codes du young adult, mais il y a du smut, donc en fait, c'est un adulte. Mais c'est un roman, si tu enlèves le smut, et bah il rentre pas dans une définition de fantasy adulte. On fait comment? Des héroïnes de 18-20 ans, des rivalités, une narration ultra immersive, d'ailleurs un récit centré sur le personnage principal, sur son développement, des tropes qui sont typiquement young adult, mais avec des scènes de cul explicites. Donc là, les frontières, elles explosent, donc on a tenté de créer une solution, on a trouvé un nouveau terme, le New Adult. Mais après, est-ce que tout le monde est d'accord sur la définition du New Adult? Absolument pas, mais c'est pas ma vidéo, hihi. Bienvenue dans l'édition. Donc voilà, ne m'en voulez pas, je me suis concentrée sur la fantasy pour cette vidéo. La romantaisie, j'en fais des cauchemars. Des lectrices young adult qui veulent lire des romantaisies parce qu'en fait c'est tout ce qu'elles aiment, ça coche toutes les cases, mais elles sont trop jeunes parce qu'il y a du smut. Des lectrices adultes qui voudraient lire des romantaisies mais qui voudraient que ça aborde des thèmes plus adultes. Au secours. Bref, si vous avez fini cette vidéo avec l'impression de ne toujours pas savoir identifier jeunesse, young adult, adulte, c'est pas de ma faute, d'accord? Non, parce que plus ça va, plus les frontières elles deviennent poreuses. Donc à la question, c'est quoi la différence entre fantasy, jeunesse, young adult, adulte? Bah la réponse la plus correcte, ça dépend. Ça dépend du traitement des thèmes, ça dépend de la question centrale du récit, ça dépend du niveau d'implicite laissé au lecteur, la relation entre le lecteur et le narrateur, ça dépend du nombre de pages qui est réservé à la fiscalité d'un monde imaginaire. Et parfois même, ça dépend du rayon dans lequel la librairie a décidé de ranger un roman. Parce que voilà, une fantaisie pour adultes peut mettre en scène des enfants, qu'une fantaisie jeunesse peut être d'une profondeur incroyable, et qu'un roman young adult peut être extrêmement politique. Et surtout parce qu'il y a des romans qui ces 20 dernières années,
ont passé leur existence à traverser toutes les frontières sans demander la permission de personne. Je pense à Harry Potter. Voilà, c'est l'apparition des œuvres crossover. Cross-age, parce que si déjà la définition de jeunesse adulte était compliquée à l'époque, imaginez après Harry Potter. Donc finalement, la vraie question c'est pas est-ce que ce roman c'est jeunesse, young adult et adulte, mais ça serait plutôt qu'est-ce que le livre cherche à raconter et est-ce qu'il convient à mes attentes. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, j'ai mis tellement de temps pour la préparer parce que, je vous le dis, c'est le cauchemar des libraires cette question. Enfin, le cauchemar du monde du livre de manière générale. Personne n'a la même définition, donc voici la mienne. J'ai essayé, voilà, de prendre dans mes exemples qu'il y a dans ma propre bibliothèque. Après, bien évidemment que j'ai pas tout lu, donc forcément que... Je crois que c'est pour ça que c'est difficile de définir tout ça, mais c'est ce qui rend le truc un peu trop incroyable, je trouve. Surtout la fantasy, quand je vous dis la fantasy, c'est un genre qui est différent des autres parce qu'il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus poreux. C'est un genre qui défie les cases, qui défie les normes et qui se réinvente à chaque roman, j'ai presque l'impression. Donc même si tu trouves les bons termes, les bonnes définitions, il y aura toujours un nouveau livre ou un livre qui a existé qui vient... Et c'est ce que j'adore. Donc n'hésitez pas à aussi vous me trouver des extraterrestres éditoriaux en fantasy parce que c'est le genre que j'aime ou en imaginaire de manière générale. Mais il y en a beaucoup et je les aime d'amour et à la croisée des mondes en fait partie. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail. En plus je suis malade. Vous avez vu? N'hésitez pas voilà à commenter et qu'on en discute librement et surtout à vous abonner parce que ça m'encourage et à très vite pour une nouvelle vidéo.